Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque Cusin pour cette nouvelle rencontre proto-philo. Nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir Philippe Hühnmann. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Christophe Bouton, vous êtes professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter cet ouvrage, Temps de la nature et du temps, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions du CNRS et que vous avez coordonné. Vous pourrez poser vos questions à nos deux intervenants tout au long de la séance. Nous ferons un temps d'échange après, vous pourrez ensuite leur poser d'autres questions. Puis vous êtes tous très chaleureusement conviés à un petit apéritif qui se tiendra juste derrière, où nous pourrons prolonger cette discussion. Sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe Hühnmann et Christophe Bouton. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être commencer à dire quelques mots sur cet ouvrage que nous avons préparé ensemble. Donc, il s'agissait de reprendre la question classique « Qu'est-ce que le temps ?», qui est un peu une question de la philosophia perennis qui remonte à l'Antiquité et qui est en même temps une question qui a une historicité qui évolue, et notamment du fait de l'histoire des sciences, qui fait que la question du temps ne se pose pas dans les mêmes termes aujourd'hui qu'à l'époque de l'Antiquité ou encore de Kant ou d'auteurs comme Hegel. Donc l'idée c'était de reprendre cette question-là, et une contribution importante qui m'avait frappé quand j'étais étudiant ici d'ailleurs, c'était le livre de Paul Ricoeur, Temps et récit, qui disait qu'après de très nombreux efforts des philosophes pour penser le temps, il concluait à une sorte d'échec, à l'idée qu'il y avait une aporétique de la temporalité, c'est-à-dire que les apories du temps ne pouvaient pas être surmontées, et que c'était le récit historique ou de fiction qui permettait de résoudre d'une certaine manière les apories de la temporalité. Et l'aporie centrale que Ricoeur mettait en avant, c'est l'opposition entre un temps cosmologique, un temps de la nature d'un côté, qui avait été pensé par des auteurs comme ici Aristote ou plus tard Kant, et de l'autre un temps subjectif, un temps de l'âme. La référence pour l'Antiquité, c'est Saint-Augustin, et ensuite il évoquait la phénoménologie husserlienne, et il soulignait de façon très, très aiguë et pertinente que les philosophes ont toujours eu du mal à articuler ces deux pôles entre un temps cosmologique ou naturel et un temps psychologique, subjectif, disons. Et donc notre ambition dans ce livre, ça n'a pas été d'essayer de proposer une synthèse, mais simplement de se demander qu'est-ce que pouvait signifier l'un des deux pôles de l'opposition, à savoir l'idée d'un temps naturel, un temps cosmologique, le temps compris comme une sorte d'élément qui nous englobe, mais qui ne se réduit pas à la conscience qu'on en a ou à l'expérience qu'on en a, un temps en quelque sorte indépendant ou antérieur à l'existence humaine. Et ce qui était frappant dans le livre de Ricoeur, c'est quand il parle de temps naturel, sa référence, c'était la physique 4 d'Aristote. Et effectivement, Aristote développe une description, une théorie encore tout à fait intéressante aujourd'hui du temps de la nature comme nombre mesure du mouvement. Et donc, Ricoeur avait proposé une sorte de phénoménologie inspirée d'Aristote du temps de la nature. Donc dans les années 1980, et avec un peu de recul, on s'était dit mais c'est quand même problématique de parler de temps naturel en se référant à la physique d'Aristote, sans parler de la physique classique, moderne, ou alors de la physique contemporaine. C'est-à-dire que il y a dans la phénoménologie française, et d'ailleurs aussi allemande, peut-être un petit déficit de philosophie des sciences ou d'histoire des sciences qui nous semblait problématique. Et même si je dois dire que Ricoeur, à propos du temps naturel, mentionne néanmoins quelques pages la géologie comme un élément important, parce que ça a permis de découvrir la notion de temps profond, c'est-à-dire l'idée
que l'échelle du temps de la Terre est donc infiniment plus longue que celle de l'existence humaine, enfin pas infiniment, mais de façon beaucoup plus longue que l'existence de l'espèce humaine. Et donc ça, c'était un élément, mais il nous semblait que c'était utile de creuser ce concept de temps naturel et de voir quelle pouvait être aujourd'hui sa signification. Et même si donc Ricoeur n'était pas le seul point de départ, mais pour moi ça a été quand même un élément important. Et donc à partir de là, la question c'était comment peut-on avoir des informations sur le temps physique, le temps de la nature, et l'un des moyens, c'est de voir ce que justement la physique peut dire, hein, comment la physique utilise et définit le temps de la nature. Et de ce point de vue-là, dans tout un courant qu'on a inclus en partie dans ce volume de ce que les anglo-saxons appellent la philosophie of time, il y a une partie de philosophie de la physique. Pour savoir ce qu'est le temps physique, le temps de la nature, il fallait voir la physique. Et souvent, d'ailleurs, on dit le temps de la nature, c'est ce que la physique nous en dit. Et en creusant un peu, on voit très vite que la physique, aujourd'hui, n'étant pas unifiée, eh bien, la notion de temps de la physique est problématique. Et il fallait distinguer ce qu'on a fait, notamment dans les 2 premières parties du volume, en demandant à des spécialistes, parce qu'on est dans des domaines tellement difficiles qu'il ne s'agit pas de prétendre tout maîtriser à soi seul, mais on a organisé un volume collectif en faisant appel à des scientifiques et des philosophes. Et donc, en ce qui concerne la physique, vous avez donc une certaine conception du temps dans la physique classique, et puis une autre, et avec un changement important dans la théorie de la relativité, qui elle-même donc doit être distinguée en théorie de la relativité restreinte et générale. Vous avez en plus la mécanique quantique, et certains philosophes, enfin plutôt scientifiques, qui défendent aujourd'hui la théorie de la gravité quantique, pensent que le temps n'existe pas. Donc c'est encore une autre direction. Donc on est dans une situation aujourd'hui très différente de l'époque d'un Kant ou d'un Hegel où la physique était unifiée avec la physique newtonienne, et donc ça rend la question du temps plus complexe, très passionnante aussi, et en même temps beaucoup plus problématique. Et du coup, donc, on découvre aussi des apories nouvelles que Ricoeur n'avait pas du tout listées dans son livre, comme les apories liées à la théorie de la relativité, le paradoxe des jumeaux, le paradoxe du grand-père, par exemple, ou alors des apories sur la direction du temps, l'idée qu'il y aurait une causalité inversée en mécanique quantique. Donc ça, c'était des apories nouvelles aussi à examiner dans une enquête sur le temps de la nature. Et alors, la deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est que souvent, dans la philosophie of time, parce que vous savez, dans le monde anglo-saxon, il y a tout un domaine de la philosophie qui est consacré exclusivement à la question du temps. Et dans ce domaine-là, vous avez une partie, je dirais, métaphysique d'analyse conceptuelle, qui s'inspire d'ailleurs au départ de l'article de McTaggart, que vous devez connaître, de 1908, The Unreality of Time. Et ensuite, donc, il y a toute une école de réflexion sur le concept de temps. Donc ça, c'est une partie de la philosophie of time. Et de l'autre, vous avez la philosophie de la physique qui prend en compte les différents domaines de la physique et leurs tensions. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'après tout, si on veut penser le temps de la nature à partir des sciences naturelles, pourquoi se limiter à la physique ? Pourquoi la physique aurait-elle le monopole du temps ? Alors, évidemment, la physique est extrêmement importante pour penser la question du temps parce qu'elle va la thématiser. Vous avez, dans les Principia de Newton, une définition du temps. Vous avez, dans les travaux de Einstein, une réflexion très, très profonde sur ce qu'est le temps à partir de questions de mesure, mais qui vont bien au-delà du problème de la mesure. Donc, il y a une thématisation du temps en physique. En même temps, dans d'autres sciences de la nature, il y a aussi un usage de la question du temps, du concept de temps, des représentations du temps, et c'est pourquoi on a voulu élargir l'enquête à la biologie, à la paléontologie, à la théorie de l'évolution, et ça constitue les deux parties
la troisième et la quatrième partie du volume, on a demandé donc à des philosophes des sciences et des scientifiques de s'interroger sur ce qu'est le temps de la nature dans le cadre donc, de la paléontologie ou de la biologie. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans les enquêtes sur la question du temps dans les sciences naturelles, aller au-delà de la physique, même si la physique est présente, hein, surtout dans la deuxième partie. Donc à partir de là, donc, on a rencontré un certain nombre de difficultés ou disons plutôt de problèmes qui sont soulevés dans ce volume que je vais évoquer. La question de l'unité du concept de temps. Ça, c'est un problème très, très important. Est-ce que finalement le fait d'étudier le temps à la lumière de ces différentes approches ne finit pas par éclater le concept de temps? Au fond, un des articles de la première partie de Christy Miller et David Brandon Mitchell soulève cette question-là en se demandant si après tout on n'est pas face à disons des conceptions très différentes qui n'auraient en commun que le mot temps. Hein. Et finalement, c'est aussi un problème qui est soulevé par la question de l'interdisciplinarité, l'approche interdisciplinarité du problème de temps, le risque d'éclatement du concept, de fragmentation du concept. Qu'est-ce que toutes ces représentations du temps ont en commun? Est-ce qu'il y a un noyau commun dans toutes ces représentations? En fait, moi j'ai tendance à dire oui, au moins un. Il y a une sorte d'invariant dans la question du temps qui est à la fois basique mais très résistant, c'est la question de la succession. La succession, on retrouve ça aussi bien en physique qu'en théorie de l'évolution et dans d'autres domaines, mais il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Donc la question de l'unité du temps était ici un problème et on espère avoir apporté une contribution. Ensuite, vous avez la question classique aussi de la réalité du temps. C'est-à-dire que beaucoup de physiciens, vous savez, écrivent des articles au titre un peu accrocheur en disant le temps n'existe pas, le temps est irréel, et donc c'est un thème classique en philosophie of time de dire que le temps ne serait qu'une illusion subjective, et donc cette question-là a été étudiée à partir de l'article de McTaggart qui fait l'objet du premier chapitre de Jean Sédingard, qui donc résume les arguments de McTaggart et propose des réponses inspirées de la physique et de la phénoménologie de Merleau-Ponty. Et ensuite, la question de l'irréalité du temps apparaît aussi dans ma contribution qui traite de la question de l'univers bloc, hein, qui est une théorie très présente dans la philosophie of time, qui dit que le monde est comme une sorte de bloc où tous les événements sont déjà disposés dans l'espace-temps, et le temps n'est que le visionnage dynamique d'une réalité en elle-même statique. Et donc, l'un des arguments en faveur de l'univers bloc est lié à la théorie de la relativité restreinte. Donc j'ai essayé de voir les liens entre la théorie de la relativité restreinte et les interprétations de l'univers bloc. Mais vous avez aussi des arguments de type métaphysique contre le passage du temps, hein, qui vont alimenter cette théorie-là. Donc ce qui m'avait frappé dans la philosophie of time anglo-saxonne, c'est que c'est une discipline qui consacre une grande partie de ses efforts, et pour une majorité pratiquement de ses représentants, à démontrer que son objet n'existe pas. Ce qui est assez paradoxal. Bon, je dis ça avec un peu d'ironie, mais en réalité, c'est souvent avec des arguments assez sérieux, et donc en partie tiré de la physique, et c'est ça que je discute. Bon. Et puis, les autres aspects qu'on examine aussi, c'est des questions liées non pas tant à la réalité du temps qu'à sa nature. C'est-à-dire, quelles sont les propriétés du temps, qu'est-ce que les sciences naturelles nous enseignent sur ces propriétés. Alors, les deux éléments à ce propos qui interviennent à travers plusieurs articles, c'est la question de l'irréversibilité. Hein, la question de l'irréversibilité du temps,
la question de savoir d'où vient cette irréversibilité, est-ce qu'elle est réelle aussi, ou est-ce qu'au niveau fondamental, on n'a pas une réversibilité. Et donc on a voulu inscrire cette question à partir de la physique, et notamment il y a un article sur le thème de la rétrocausalité en mécanique quantique qui suggère que il y a au fond l'irréversibilité causale peut être remise en cause dans ce domaine-là. Et puis il y a aussi la question de la réversibilité, on l'a étendue à la génétique, donc à la théorie de l'évolution et plus exactement à la génétique des populations. Là, Philippe sera plus spécialisé que moi pour en parler, mais dans cet article-là de Maëlle Monteville et Jean Gaillon, eh bien, il y a aussi un travail sur la définition de ce que veut dire la réversibilité, distinguer de la rétroductibilité, donc réversibilité mathématique, physique, et à partir de ce travail d'analyse conceptuelle, ensuite, ces auteurs étudient la question de savoir si l'évolution est irréversible ou si on veut penser une réversibilité de l'évolution. L'autre concept intéressant qui concerne la nature du temps, c'est de savoir si le temps est continu ou discontinu. Et là, donc il y a une contribution d'Anouk Carberousse et de Vincent Ardourel qui est tout à fait intéressante, car ce qui montre que dans la mécanique classique, le temps est considéré comme continu, alors que dans de nouvelles formes de mécanique dite discrète, qui s'inspirent notamment des mesures et des observations des phénomènes à l'aide d'ordinateurs qui fonctionnent de manière discrète, eh bien, donc on a un concept de temps qui est discret, discontinu, et qui permet également de décrire des phénomènes de façon tout à fait correcte, de faire les prédictions, les mêmes prédictions que dans une mécanique classique continue. Donc la conclusion de ces auteurs, c'est que finalement, et c'est aussi une question qui est au cœur de notre volume, peut-être que la science, la physique en général, mais les sciences de la nature en général, ne sont pas à même de dire ce qu'est la nature du temps, mais simplement ce qu'est le temps tel qu'il est représenté dans leur théorie. Et dans certaines théories, par exemple, le temps sera une variable donc discontinue et ça fonctionnera très bien. Dans d'autres, elle sera continue, mais de là en déduire que le temps en lui-même ou dans sa nature est continu, il y a un pas qu'il est difficile de pouvoir franchir. Donc le titre de cet ouvrage, Temps de la nature, nature du temps, dit que les sciences de la nature peuvent peut-être nous aider à savoir ce qu'est la nature du temps naturel, mais avec cette difficulté qu'on a deux types d'approches. Une approche qui est de l'ordre d'un réalisme scientifique qui dira que la science va dire ce qu'est le temps en lui-même, et une approche plus instrumentaliste qui dira que finalement les sciences de la nature ont des choses à nous dire sur la question du temps, mais uniquement comme un instrument de mesure ou une représentation utilisée dans leur modèle. Donc une position qui est beaucoup plus prudente épistémiquement. Et donc on ne cherche pas forcément à trancher entre ces deux approches qui sont en débat, mais on les met sur la table et on propose des arguments pro et contra. C'est vrai que l'article d'Anouk Carberousse et de Vincent Ardourel, ainsi que la contribution d'ailleurs d'une scientifique Annie Klein, montre quand même que l'argument, disons, anti-réaliste sur l'approche de la question du temps en science est important et à prendre en considération. Alors ensuite, il y a aussi des réflexions sur la connaissance du temps, à la fois le temps comme instrument de connaissance et la question de la connaissance de certaines déterminations temporelles. Donc, il y a la notion d'échelle de temps qui apparaît assez souvent, c'est-à-dire que dans l'utilisation du temps par les sciences de la nature, la question de l'échelle spatiale, bien sûr, mais aussi de l'échelle temporelle extrêmement importante, comme si finalement les propriétés et les lois de la nature dépendaient de l'échelle de temps à laquelle on se situait. Donc ça, c'est un élément important, et l'article notamment de Philippe Hunnemann illustre bien
là, puisque tu montres que les propriétés, et notamment la question de la contingence et du hasard dans l'évolution, dépend de l'échelle de temps qu'on considère, et que disons, la macro ou la méga-évolution à très long terme met en jeu un régime de hasard, que tu appelles sauvage, qui n'apparaît pas à des échelles plus restreintes, tu en parleras. Donc finalement, le dernier point que je voudrais évoquer sur cette question de la connaissance du temps, c'est aussi la question du passé, puisque dans la physique, la distinction entre présent, passé et futur n'est pas centrale. C'est plutôt les questions de simultanéité ou de succession qui apparaissent, mais dans les équations de la physique, la distinction passé, présent et avenir n'apparaît pas. Mais de là en déduire que ces aspects du temps ne concernent pas le temps de la nature, il y a un pas que nous n'avons pas voulu franchir, parce que dans la théorie de l'évolution, la question du passé est centrale, et notamment, tout ce qui nous a intéressé, c'est toutes les stratégies développées pour la connaissance du passé. Et donc je ne mentionne pas tous les chapitres, mais il y a un chapitre de John Huss à ce sujet, qui est un philosophe de la biologie spécialiste de paléontologie, qui réfléchit sur les stratégies de connaissance du passé en paléontologie, sur les questions de datation. Il remet en cause l'idée que plus le temps passe, moins on connaît le passé parce que les traces s'effaceraient, en soulignant qu'avec le progrès des sciences, on découvre de nouvelles techniques qui permettent au contraire d'interpréter de manière nouvelle des traces du passé ou de découvrir de nouvelles traces. Et il donne l'exemple assez frappant de chercheurs qui ont réussi à trouver des techniques pour faire des hypothèses sur la couleur de plumes de dinosaures. Alors que certains paléontologues avaient dit, ou philosophes des sciences, s'il y a bien une chose qu'on ne connaîtra jamais du passé, c'est la couleur des dinosaures. Et dans les films Jurassic Park et compagnie, on voit les dinosaures très colorés, mais ce sont des hypothèses, bien sûr, complètement gratuites ou esthétiques. Mais en fait, il y a des recherches donc, qui permettent des nouvelles technologies de faire des hypothèses sur les couleurs des plumes de dinosaures. Donc de ce point de vue-là, disons, l'idée que la connaissance du passé est très fragmentaire et limitée, au fond, peut être mise en perspective. Voilà. Donc il y a là quelques indications sur l'objectif de ce livre. Oui, qui réunit, je tiens à le dire, c'est important, des philosophes des sciences et des scientifiques. On a voulu essayer de solliciter les deux domaines, qui réunit aussi des chercheurs français et étrangers, et il y a pas mal aussi de collègues qui sont placés à l'université de Sydney, où il y a un Center for Time, où j'avais découvert moi-même la philosophie of time dans ce cadre-là. Et donc si vous avez des questions sur des points plus précis, je pourrais bien sûr y répondre, et donc je donne la parole à mon collègue, sans lequel, je tiens à dire, j'aurais jamais pu faire un tel volume, parce que c'est quand même lui le philosophe des sciences. Moi j'ai fait une incursion dans la philosophie des sciences, mais je suis moins spécialiste, donc je te donne tout de suite la parole. Merci. Donc, je vais un peu dire la même chose, mais parce qu'il a un peu épuisé le sujet. Donc, je pense qu'effectivement, le titre, hormis d'instancier la passion perverse des philosophes pour les chiasmes, reflète bien quelque chose qui est de l'ordre du pari du livre, dont je ne suis pas certain qu'il soit tenu, mais en tout cas, on a essayé, qui était de se dire que la question de la nature du temps peut être instruite, ou du moins a besoin pour être instruite, de regarder un peu ce qui se passe dans les sciences, la physique et ce qu'on appelle souvent les sciences spéciales, la biologie, la géologie, on est resté dans les sciences de la nature, et plus précisément comment les sciences traitent du temps, non pas forcément comme un objet, en général jamais, mais utilisent le temps dans leurs modèles, dans leurs représentations, dans leur formalisation, et qu'est-ce que ça peut nous dire concernant
ce qu'est le temps de la nature, ce qu'est l'irréversibilité du temps, ce qu'est la succession, etc. Et ça c'était le premier pari, et le second c'était qu'effectivement, il n'y a pas que la physique qui a quelque chose à nous dire sur le temps, hein, et c'est vrai que la tradition usuelle, et en général quand vous parlez à des gens qui font de la philosophie, ils vont vous dire oui, mais oui, la question du temps c'est une question de physique, hein, c'est la variable t, c'est de la mécanique, ou alors vous avez des problèmes en général qui proviennent de la thermodynamique, la flèche du temps, ce genre de choses, j'y reviendrai. Et philosophiquement, c'est vrai que l'un des grands textes sur le temps, c'est dans la physique d'Aristote. Le physique, ça veut dire ce qui est la physique, c'est la science du mouvement. Le temps, c'est le nombre de mouvements. Donc vous avez une sorte de congénialité entre la notion de temps et l'interrogation physique, même si par ailleurs ce qu'on appelle physique n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'Aristote appelait physique. On s'est dit quand même qu'il suffit de réfléchir 2 secondes pour penser que, par exemple, un exemple au hasard, même si ça me concerne un peu, la biologie évolutive, le temps est quelque chose d'absolument important. Même si on veut vraiment caricaturer, on pourrait dire, voilà, physique, vous avez tout un corps de doctrine sur l'irréversibilité du temps qui correspond un peu à notre expérience de, comment je pourrais dire la chose un peu, Léo Ferré. Avec le temps, tout s'en va, tout va, tout s'en va. C'est ça, c'est le second principe de la thermodynamique. Hein. Avec le temps, vous mettez un verre de vin dans la mer et tout s'éparpille. Bon, personne ne fait ça, il faut vraiment être... Mais c'est ça, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le second principe de la thermodynamique, vous pouvez toujours lever la main et tout ça, vous n'êtes pas obligé, mais c'est cette idée de l'irréversibilité vers la destruction. Hein. Alors, il y a un corpus de questions physiques et de questions philosophiques là-dessus. Et puis après, si vous avez un minimum de sens darwinien, vous allez vous dire oui, mais le temps c'est aussi ce qui fait qu'on passe, je caricature aussi, de l'amibe à l'australopithèque, et il y a quand même un sacré progrès. Bon, il faut beaucoup de temps, parce que l'australopithèque c'est un peu plus compliqué. Mais donc il y a quelque chose, c'est l'intuition derrière, je ne parle que de ça. L'intuition derrière la manière dont dans la biologie évolutive on a affaire au temps, c'est qu'il y a quelque chose de créatif dans le temps. Je ne suis absolument pas bergsonien et tout ça, mais certains d'entre vous savent bien que c'était ce dont Bergson parlait quand il parlait d'évolution. Hein. L'idée qu'il y a quelque chose de irréductiblement créatif simplement dans le temps. Bon. Alors, donc l'idée c'était de demander à des gens, soit des scientifiques de la discipline X, soit des philosophes de X, la distinction entre les deux étant parfois un peu purement conventionnelle, de réfléchir là-dessus et d'écrire là-dessus. Et donc de mettre ensemble des gens qui sont du côté de la physique et des gens qui sont du côté de la biologie, avec donc cette idée que la pluralité des usages du temps, des approches, des usages, des modélisations du temps dans les différentes sciences de la nature pouvait être, simplement de prendre en compte cette pluralité, pouvait être intéressante pour réfléchir philosophiquement sur le temps. Alors, l'un des aspects, si vous voulez, de ce que Christophe désignait comme philosophy of time ou metaphysics of time, effectivement, comme il disait, c'est un mélange de choses très 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 a priori sur le temps. Dans le texte de MacTaggart, c'est un texte qui essaye de prouver que par des arguments purement logiques, le temps n'existe pas, enfin le temps est irréel, je pense que vous êtes familier avec ça. Et dans le monde anglo-saxon, c'est le texte phare sur les réflexions sur le temps. Et il y a toutes ces questions sur est-ce que par exemple une chose est tridimensionnelle ou quadridimensionnelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une chose dans l'espace qui évolue dans le temps, ou est-ce que le temps est une dimension intrinsèque de la chose, donc c'est la 4 dimensions, est-ce qu'elle perdure ou est-ce qu'elles endurent, ce genre de questions très abstraites. Bon, il y a effectivement une métaphysique analytique de ça, qui de temps en temps regarde un peu les problèmes étranges soulevés par la physique relativiste, donc en particulier le fait qu'à partir du moment où vous abandonnez la notion de simultanéité, parce que vous êtes un physicien relativiste, il n'y a plus vraiment de différence entre le passé et le présent. C'est-à-dire que quel que soit l'événement dans le...
vous pouvez penser, enfin Christophe connaît mieux que moi, mais l'idée c'est qu'effectivement vous êtes en physique relativiste contemporain de quelque chose qui intuitivement est à 3 millions d'années de vous dans le passé. Donc ça a des conséquences assez paradoxales sur le fait que le temps n'existe pas, en gros, que c'est donc purement un artefact psychologique. Donc ça, il y a un corps de métaphysique a priori du temps, plus quelques considérations issues de la physique relativiste. Et on s'est dit que confronter ça avec la manière dont, encore une fois, les biologistes évolutifs, les biologistes du développement parlent du temps et éventuellement de cet aspect, entre 15 guillemets, créateur du temps, pouvait être intéressant. Alors, il y a deux petites choses que je vais souligner deux, trois petites choses qui parcourent le livre que je vais souligner. Vous pouvez absolument m'interrompre quand vous voulez. Soit s'il y a des choses pas claires, soit si vous êtes vraiment pas d'accord, soit si vous avez envie de dire quelque chose. La première chose, c'est qu'il me semble que parfois on touche un peu ce que Sellars appelait, je crois, je peux me tromper, ma mémoire n'est pas terrible, les problèmes des deux images du monde, l'image scientifique du monde et l'image naturelle du monde. Et sur le problème du temps, c'est très net. C'est-à-dire que l'image scientifique du monde, je pense que tout le monde a un peu entendu parler de la physique quantique. En physique quantique, ça, c'est pas une table, c'est des ondes, ou c'est des particules, ou c'est les deux, et les chats sont morts et vivants à la fois. S'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ça, dites-moi. Donc, Sellars disait il y a un écart entre l'image scientifique du monde et puis l'image du monde naturel, dans lesquels les chats, généralement, sont vivants. Un certain temps, et ça c'est une table. Et donc un problème philosophique, c'est d'essayer de mettre ensemble les deux. Et sur la question du temps, c'est très net, c'est-à-dire que ce que nous dit la physique relativiste, la critique de la simultanéité dans la physique relativiste permet de construire des arguments, alors n'implique pas logiquement, mais permet de construire des arguments qui montrent que, c'est ce que l'univers bloc, dont parlait Christophe, c'est-à-dire que dans la réalité, il n'y a pas de passé, tout est absolument contemporain. C'est-à-dire que dans la réalité, ce que vous allez faire dans 28 ans est là, exactement, présentement, au même titre que vous maintenant, et au même titre que Vercingétorix il y a quelques années. Donc, c'est ça l'univers bloc, c'est quand même assez contre-intuitif. Et l'autre aspect de ce clash avec l'image naturelle du monde, c'est ce que Christophe mentionnait dans l'article sur donc la physique quantique et la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est quand même l'idée que je peux agir sur le passé. Bon, donc autrement dit, ça pose la question philosophique de savoir si l'idée que le temps est unidirectionnel est une dimension analytiquement comprise dans le concept de temps. C'est-à-dire, le temps va de l'avant vers l'après. Est-ce que ça, c'est une propriété essentielle du temps ou pas? Si vous admettez la rétrocausalité, ben non. Et il y a des arguments, et c'est là où il y a une discussion assez intéressante. Vous savez que la physique quantique est donc contre-intuitive, et il y a des questions très théoriques qui se posent de savoir si les gens qui défendent la rétrocausalité, pensent que, en fait, admettre qu'il peut y avoir, dans certaines conditions assez précises, un effet du présent sur le passé, permet d'éviter certains paradoxes abominables ou certaines déformulations de la physique quantique. Donc la question, c'est que vous allez évaluer la valeur épistémique de l'assertion selon laquelle il y a de l'action du présent vers le passé à la lumière de l'ensemble de vos propositions de la physique quantique, de leur cohérence et de ce qu'elles permettent de prédire. Donc ça, c'est le temps, je trouve que la question du temps est un beau locus pour réfléchir à cette question du clash entre l'image naturelle du temps et l'image scientifique du temps, en particulier dans la physique quantique. Alors l'autre aspect que je voulais un peu développer, puisque il m'est plus familier, c'est la question de les chapitres qu'on a consacrés à la biologie. Et il y en a 4 ou 5. Je n'ai pas révisé avant. Il y en a au moins 4. Et donc, il y a en fait, on peut partir de cette idée que le changement biologique a lieu à plusieurs échelles. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui naissent, qui vivent et généralement qui meurent. Vous avez des espèces qui se transforment. Vous avez l'exemple archi-classique en biologie évolutive,
c'est ce qui s'appelle le mélanisme industriel. S'il y a des gens qui ne connaissent pas, je vais expliquer. C'est une des premières attestations empiriques de corroboration de l'hypothèse de sélection naturelle. C'est que vous aviez des papillons, bon, techniquement ça s'appelle la phalène du bouleau, dans je ne sais plus quelle région d'Angleterre. Il y a des gens, c'est un détail, quelle région d'Angleterre. Il y a des gens qui savent mieux que moi. Il y avait une forme blanche et une forme plutôt claire et une forme plutôt foncée. La plupart étaient plutôt clairs, et puis au fil du temps, ils sont devenus plutôt foncés. Et l'explication, qui est une explication purement évolutive, c'est que avec la pollution industrielle, on est à la fin du 19e siècle, les arbres ont eu tendance à devenir de plus en plus foncés, et que donc ceux qui étaient foncés, au départ, ils avaient tendance à plus se faire manger par les oiseaux parce qu'ils étaient noir sur blanc, ils étaient visibles, et puis ensuite ils sont noir sur noir, donc ils sont invisibles, et alors les oiseaux vont manger les blancs sur noir, et donc finalement la population devient plutôt une population de phalènes du bouleau sombre. C'est un changement donc dans la population des phalènes du bouleau à une échelle beaucoup plus large que celle de la vie de la phalène du bouleau. C'est une autre échelle. Et puis il y a des changements à une encore plus grande échelle qui sont par exemple l'évolution de la lignée des papillons ou même généralement des coléoptères, l'évolution de la lignée des hominidés, etc. Alors ça c'est d'autres échelles de temps, ça peut induire d'autres problèmes. Alors qu'est-ce que j'en tire? D'une part que on s'est dit qu'on allait avoir un chapitre sur le temps du développement, qui est écrit par Antonine Nicoclou, qui est un chapitre donc sur le rôle que joue le temps dans la compréhension du développement des organismes. Donc c'est encore une fois, comme on dit en biologie, les organismes n'évoluent pas. Ils se développent, ils passent pour beaucoup d'entre eux, de l'état du zygote à l'état de l'adulte reproducteur. C'est les espèces qui évoluent. Et les espèces évoluent, les organismes naissent, meurent, mais selon la fréquence à laquelle certaines classes d'organismes naissent et meurent, la population d'une certaine espèce va évoluer. Et éventuellement évoluer jusqu'au point où ça devient une autre espèce, ça s'appelle la spéciation. Donc si vous voulez, vous pouvez réfléchir à la question du temps en séparant dans votre tête le temps qui concerne le changement à l'échelle d'un organisme individuel, et c'est ce qu'on appelle classiquement le développement, et le temps qui concerne le changement des populations et éventuellement des espèces, et c'est ce qu'on appelle classiquement l'évolution. Et Antonine réfléchit dans son article en particulier à qu'est-ce qui se passe quand on joue sur le timing du développement. C'est quelque chose qui est de plus en plus considéré. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler des hypothèses sur la néothénie humaine. C'est l'idée que, en gros, l'humain, l'enfant humain, ressemble à un singe, pour dire vite, dont le développement se serait arrêté un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'on allonge la période du développement, on allonge le développement, vous avez imaginé 4 périodes A, B, C, D. Bon, on allonge B, on allonge C, on supprime D, et en faisant comme ça, vous pouvez avoir une nouvelle espèce. Bon, alors donc vous avez un livre très important dans l'histoire de la biologie qui s'est appelé Ontogénie et phylogénie de Stephen Jay Gould, qui parle essentiellement de ça, c'est-à-dire de la manière dont jouer sur le timing du développement des individus a permis des grandes innovations évolutives. Donc l'article d'Antonine est exactement sur ces questions du timing, et c'est juste pour vous dire que le développement embryogénétique, c'est un lieu important pour penser la question du temps en biologie, selon effectivement l'intuition que je vous disais au départ, à savoir que le temps est quand même relativement créatif, à cette échelle-là. Et puis alors à une autre échelle, vous avez donc encore une fois l'évolution, et l'évolution pose un certain nombre de problèmes qu'on a voulu traiter. Alors il y en a un qui est lié au fait que ce sont des échelles de temps extrêmement longues. Darwin et Wallace n'auraient jamais pu penser l'évolution par sélection naturelle sans une connaissance de la géologie qui était celle entre autres de Lyell, l'ami de Darwin, dans les Principles of Geology, qui attribue à la Terre une durée bien au-delà des 6000 ans traditionnels qu'on devait à la Bible. En 6000 ans, vous ne faites vraiment pas grand-chose. Si vous avez 2 ou 3 milliards d'années, ou un peu moins, ou même 200 ou 300 millions d'années, ça permet de penser quelque chose comme l'évolution d'organismes complexes. Et alors, seulement les très grandes durées posent un certain nombre de problèmes, donc c'était ce dont parlait Christophe. Et c'est vrai que je pense que c'est un problème épistémologique très intéressant, et j'y reviens 2 minutes,
donc qui est dans l'article de ce monsieur qui s'appelle John Huss, qui est philosophe de la biologie dans l'Ohio, sur la couleur des dinosaures. Et l'idée derrière, c'est vraiment une question fondamentale que de savoir si la connaissance du passé est la fiabilité de la connaissance du passé est inversement proportionnelle à la distance avec le passé. Intuitivement, c'est ce qu'on aurait tendance à dire. Plus quelque chose est loin dans le passé, plus c'est dur à connaître. Et en fait, non, c'est pas évident. Et l'un des arguments consiste à dire, ça dépend. Vous pouvez imaginer que vous avez des processus différents par lesquels les choses changent. Et vous allez avoir des processus qui gardent une certaine quantité d'informations du passé, et puis des processus qui ont tendance à détruire très vite l'information. Donc si le présent est le résultat d'un processus qui vient de très très loin, mais qui conserve relativement l'information, vous allez être capable de pas mal connaître le passé. Par exemple, il se trouve qu'on peut très très bien connaître beaucoup de choses sur l'histoire de la lignée humaine, parce que le processus d'évolution conserve pas mal de choses du passé, il conserve les gènes. Donc effectivement, maintenant, avec la génomique actuelle, on peut connaître beaucoup de choses sur qui était où et quand. Et même qui était copain avec qui parlait quoi, ce genre de choses. Parce que ça corrèle avec l'évolution. Ça corrèle jusqu'à un certain point avec l'évolution des langages, l'évolution génétique. Et alors que si quelque chose vient d'un passé assez récent, mais selon un processus qui est tel que ça détruit assez vite les traces, la connaissance va être extrêmement difficile. Donc l'un des aspects, c'est de déconstruire, de défaire l'idée que fiabilité de la connaissance et distance temporelle avec le passé sont inversement proportionnelles. Et le dernier point que je voulais souligner par rapport à ça, c'était si la prise en compte du temps dans les sciences de la nature permet un peu d'aborder, donne des éléments pour penser la question de la nature du temps, la réponse très générale, c'est de se dire on va voir pas des propriétés communes, c'est très naïf de dire ça, mais des thèmes communs, des pistes de questions communes par rapport au temps selon toutes les disciplines. Et c'est intéressant pour poser la question de la nature du temps. Et les différences entre les disciplines sont assez intéressantes aussi. Donc en particulier, je pense que l'une des questions majeures qui se pose à la fois dans certaines branches de la physique et en biologie, c'est la question de l'irréversibilité. Le livre, c'est des chapitres de différents auteurs, on ne donne pas de réponse là-dessus, on a essayé un peu d'y réfléchir par nous-mêmes. Mais c'est vrai que donc alors pour ceux qui connaissent un peu ces questions-là, s'il y a des gens qui sont un peu familiers avec la biologie et la biologie évolutive, la génétique des populations, c'est la science de la variation des fréquences de gènes selon, de génération en génération. Okay. Et c'est considéré comme la base de la biologie évolutive. Donc la modélisation du changement des fréquences de gènes de génération en génération. Et il y a un livre important qui s'appelle The Genetics, la théorie de Genetical Theory of Natural Selection de 1930 de Ronald Fisher, qui est l'inventeur de l'eugénisme, des tests statistiques et de la génétique des populations, pour faire vite. Et dans ce livre, donc dans cette théorisation de ce que c'est que la génétique des populations, Fisher fait un parallèle, enfin il en fait même deux. Il dit voilà, c'est quoi la génétique des populations? Vous imaginez une population d'éléphants. Bon. En fait, c'est pas exactement ça qui compte pour la biologie évolutive, c'est les gènes des éléphants. Donc vous imaginez une population de gènes, et puis ces gènes, ils se répliquent, ils se croisent, certains vont se croiser plus que d'autres. Ça ressemble un petit peu à de la mécanique, et ça ressemble aussi à de la mécanique statistique. Bon. Donc la mécanique statistique, c'est-à-dire la science des molécules de gaz dans des contenants et ce qui se passe avec ça. Alors, pourquoi je dis ça? Donc l'analogie entre la mécanique et la génétique des populations est quelque chose qui a été philosophiquement, épistémologiquement constitutif. Que disent les gens qui font de la mécanique, enfin c'est des cours de mécanique de lycée, qu'est-ce qui se passe quand un objet bouge? Un objet accélère, et l'accélération, c'est l'équation de la dynamique, l'accélération indique ou est une force appliquée sur l'objet.
Qu'est-ce qui se passe quand... Donc c'est Newton. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand une population évolue? Une population, c'est encore une fois un ensemble de gènes. Hein, et si la fréquence des gènes change, c'est qu'une force a appuyé dessus. Et la force, elle peut être de deux, trois natures. Bon, la plus connue, c'est ce qui s'appelle la sélection naturelle. Je laisse les autres de côté. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, l'environnement va faire que les papillons, les gènes des papillons blancs vont diminuer de fréquence, simplement parce que les papillons blancs se font plus manger. Arrêtez-moi si c'est pas clair. Hein. Et la mécanique newtonienne est réversible. C'est un point qui a été souligné 10 000 fois. Si vous mettez un signe moins sur la variable temps, les lois marchent. La mécanique newtonienne est complètement réversible. Et le problème sur lequel les philosophes de la physique et les physiciens d'ailleurs se cassent la tête depuis 50 ans, c'est comment l'irréversibilité du temps arrive. Et ça, dans la philosophie de la physique, ça concerne la compréhension de la thermodynamique, hein, du second principe de la thermodynamique. C'est là où l'irréversibilité apparaît. Et le chapitre donc de Jean Gaillon, hein, à qui d'ailleurs ce livre est dédié, parce qu'il était là, il était là depuis le début, et puis il nous a quittés juste avant d'avoir les épreuves du livre. Le chapitre de Jean Gaillon et Maël Mondeville montre, et c'est un vrai résultat philosophique en fait, que la génétique des populations, alors sous sa version déterministe, je vous passe les détails, mais n'est pas réversible. Autrement dit, que le parallèle qui est constitutif entre mécanique newtonienne et génétique des populations ne tient pas. Donc ça, c'est un vrai résultat très intéressant. Mais c'est aussi donc un argument pour vous dire que considérer la manière dont cette question de l'irréversibilité se pose dans les différentes sciences, ça peut être assez intéressant pour penser de manière assez générale à l'irréversibilité du temps. Et alors l'autre aspect de la biologie évolutive dont parle le livre, c'est, Christophe en parlait aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change d'échelle dans la biologie évolutive. On considère que le changement donc, évolutif, une espèce de papillon qui change de couleur, ou l'émergence de la lignée des papillons, ou l'émergence de la lignée des hominidés, ou l'apparition des vertébrés. Vous avez plusieurs échelles, hein. Vous pouvez être sur 4 milliards d'années, vous pouvez être sur... par exemple, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur l'adaptation au changement climatique, donc c'est 5-6 générations. Si vous reprenez les papillons, les mêmes en fait, vous avez des recherches qui ont été faites par un collègue qui vient d'ailleurs de passer une thèse de philo ici, qui s'appelle Vincent de Victor, entre autres, qui montre que les papillons, c'est le changement climatique. Hein. Donc c'est quoi le changement climatique ? C'est que si vous voulez avoir aussi froid que maintenant, il faut aller vers le nord. Il faut aller soit vers le nord, soit vers le haut. Soit en montagne, soit en Suède. Et les papillons, ils font ça. Donc ils s'adaptent au changement climatique. Ceux qui ne montent pas assez vite, ils disparaissent. Et ceux qui savent, voilà. Donc ça, c'est un changement assez rapide, un changement évolutif assez rapide. La question derrière est de savoir si tous les changements évolutifs aux différentes échelles de temps sont compréhensibles de la même manière. C'est une question épistémologique. Et en particulier, et c'est ça qui m'a intéressé moi, dans quelle mesure les changements à très très grande échelle sont contingents. Hein. Vous avez, alors il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de ça, puis ça m'arrive d'en parler de temps en temps, mais donc vous avez une belle métaphore de Stephen Jay Gould, qui est un biologiste évolutif paléontologue qui a beaucoup fait d'abord pour faire connaître l'évolution, puis c'est un auteur extrêmement important. Et Gould dit, il a un beau livre qui s'appelle Wonderful Life, La vie est belle, et d'après le film de Capra. Et sa thèse dedans, c'est que l'évolution à l'échelle de l'histoire de la Terre est contingente, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être différente. C'est-à-dire, en gros, nous sommes là parce que, à la dernière extinction de masse, ceux qui ont survécu, c'était les mammifères. En gros. Hein. Mais ça aurait pu ne pas être eux. C'est vraiment un coup de peau, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas pour nous, que ceux qui ont survécu, c'était les mammifères. Ça veut dire quoi, contingent ? Ça veut dire que à ces échelles-là, si vous voulez, à une petite échelle en évolution, ce qui est quand même déterminant, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que ceux qui se courent plus vite, c'est eux qui vont gagner, parce que les autres vont se faire manger. Mais des événements rapides et extrêmement contingents, comme par exemple, pour prendre un exemple aussi caricatural, mais c'est pour illustrer, une comète qui tombe sur la Terre et les dinosaures disparaissent. Hein, les vrais biologistes me noieraient, je pense, après cette phrase. C'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on raconte, et là, pour mon propos, c'est utile. Une comète tombe sur la Terre, les dinosaures disparaissent. Les dinosaures sont pas...
c'est absurde de parler de sélection naturelle ici, ce n'est pas des animaux adaptés aux chutes de comètes. Hein. Vous êtes adapté par la sélection naturelle à des circonstances que vous rencontrez, que votre population rencontre régulièrement dans votre environnement. Donc les événements comme ça, extrêmement rares et contingents, qui peuvent parfois entraîner des extinctions de masse, c'est-à-dire des extinctions de 40, 50, 60% de la biosphère ou d'une partie de la biosphère, sur des échelles de temps rapides, hein, sur quelques dizaines de milliers d'années, ces extinctions de masse, c'est pas, si vous voulez, les moins adaptés, les mieux adaptés qui survivent. C'est quelque chose, c'est la thèse de Gould, c'est quelque chose comme une loterie. Et donc à ces échelles-là, il y a une très très grande échelle de temps, hein, donc l'échelle de l'histoire de la vie, il y a une certaine contingence dans l'évolution. Ce qui est philosophiquement intéressant, parce que d'abord ça casse toutes les réinterprétations de la biologie évolutive en termes de l'évolution, c'est une lente progression vers des organismes de plus en plus complexes, intelligents et sympathiques tels que nous. Sympathique au sens de pourvu de vertu morale, d'un sens moral et tout ça. Épistémologiquement, c'est intéressant aussi parce que ça fait que ça vous fait dire que l'appareil conceptuel dont vous avez besoin pour penser l'évolution à une échelle n'est peut-être pas le même que celui dont vous avez besoin pour penser l'histoire de la vie. Voilà, je vais pas. On a parlé beaucoup, donc je vais m'arrêter là. Je vais essayer un petit peu d'expliquer. De raconter un peu les choses qui m'étaient le plus connues dans ce livre, mais voilà, je vous laisse la parole. Je ne vais pas couper la parole, je vous laisse la parole. Ouais. Vous avez parlé de deux autres formes qui, outre la sélection naturelle, sont lesquelles ? Ouais, merci d'être attentif. Bon, alors, selon la présentation usuelle, hein, donc vous avez un ensemble de gènes. Cet ensemble de gènes, si aucune force ne s'applique dessus, il va être à l'équilibre. C'est-à-dire que génération après génération, vos gènes, vos allèles, pour ceux qui veulent être plus précis, vos génotypes, gardent la même fréquence. Ça a été montré mathématiquement, ça s'appelle la loi de Hardy-Weinberg, c'est assez fascinant. C'est assez facile à démontrer d'ailleurs, mais si vous avez des individus qui sont des mendéliens, hein, donc reproduction sexuée, qui suivent les lois de Mendel, en une génération, vous avez des fréquences qui vont ne plus bouger. Donc c'est exactement comme en mécanique newtonienne, si vos fréquences bougent, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez des allèles qui deviennent plus fréquents, donc c'est des phénotypes qui deviennent plus fréquents, donc et qu'éventuellement, par exemple, les grands deviennent plus fréquents, et puis les grands deviennent d'ailleurs de plus en plus grands dans une population, c'est qu'il y a une force qui s'exerce. Et cette force, là, dans le cas dont je parle, ça va être la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que ceux qui sont, moyennant l'hypothèse que les grands ont plus de chances de se reproduire, c'est un exemple purement imaginaire, c'est la sélection naturelle qui s'exerce et qui fait que ceux qui ont le plus de chances de se reproduire, à savoir les grands, se reproduisent plus et donc avancent en fréquence. Ça, c'est la sélection naturelle et elle intéresse énormément les biologistes parce que c'est la seule des forces, j'y reviens dans 2 secondes, qui produit de l'adaptation. C'est-à-dire le fait que les organismes sont quand même plutôt bien foutus et plutôt bien ajustés à leur environnement. Ok ? Et parce que s'ils ne le sont pas, ils vivent moins longtemps et ils se reproduisent moins bien, donc ils ont tendance à être de moins en moins fréquents aux autres générations. Les autres forces, vous en avez 3. Vous avez, classiquement 3, peut-être j'en ai loupé quelques-unes plus récemment, mais c'est la migration, c'est-à-dire que vous avez des gènes, des organismes, donc des gènes qui migrent d'autres populations, et la mutation. Vous avez je ne rentre pas dans les détails, mais les allèles, génération après génération, mutent, et donc vous avez des taux de mutation qui dépendent des populations, etc. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez cette population où vous avez de plus en plus de grands, parce que les grands font plus d'enfants et sont plus sélectionnés, mais en même temps, au niveau des gènes, les grands ont tendance à muter vers les petits. Les gènes de grands ont tendance à muter par les gènes des petits. Hein. S'il y a des biologistes dans la salle, vous pouvez me noyer après. Je caricature beaucoup. Mais donc là, vous aurez eu classiquement une situation d'équilibre sélection-mutation, par exemple, ce qui vous explique pourquoi. Un peu comme en mécanique newtonienne, vous pouvez avoir quelque chose qui reste au même endroit, non pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que vous avez une force qui pousse vers la gauche et une force qui pousse vers la droite, la résultante est nulle. Et la 4e force, qui est philosophiquement intéressante, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, qui est en gros le hasard.
Hein. En gros, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la biologie évolutive, enfin, la sélection naturelle dans sa version moderne, repose sur cette chose dont le statut est quand même délicat et j'entrerai surtout pas dedans, qui est cette idée que ceux qui ont le plus de chances de se reproduire, ce qui s'appelle la fitness pour ceux qui connaissent, ou qui ont la fitness la plus haute, se reproduisent plus. Alors ça fait penser immédiatement à quelque chose qui était un théorème a priori, qui est la loi des grands nombres. Ce qui veut dire aussi que ça marche, ceux qui se reproduisent plus, ceux qui ont le plus de probabilité de se reproduire vont se reproduire plus. C'est vérifié quand vous avez des grandes populations. Ça va jusque-là ou pas? C'est exactement comme par exemple si vous jetez un dé. Vous savez très bien que si vous jetez un dé, vous allez avoir une proportion, vous avez autant de chances d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous jetez votre dé par exemple 2 milliards de fois, parce que vous n'avez vraiment rien à faire, vous allez effectivement avoir 1/6 de 2 milliards de face 1, 1/6 de 2 milliards de face 2, etc. Et si vous n'avez pas ça, vous allez vous dire le dé est pipé. Bon. Si vous jetez le dé 4 fois et que vous avez 6 qui tombent 4 fois, il n'y a absolument aucune conclusion à en tirer. C'est ça la dérive génétique. Hein. Donc par exemple, si vous avez des individus qui... vous avez des grands, des petits, mais vous n'en avez que 3. Hein. Vous n'avez que 3 individus, et ceux qui sont grands ont tendance à se reproduire plus, mais il se trouve que celui qui est grand est frappé par la foudre, pour prendre un exemple que les philosophes analytiques aiment bien, il ne se reproduira pas parce qu'il sera mort, et vous allez voir que des petits, toujours. C'est la dérive génétique. Et c'est, donc si vous voulez, il y a des interrogations philosophiques sans fin sur qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est. Mais en gros, c'est de l'erreur d'échantillonnage techniquement. Ça va? Est-ce que vous pouvez expliquer le principe de la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique? Quelqu'un a un verre de vin et un océan à disposition. Ouais, est-ce que je peux... Oui. Donc le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Bon, personne ne sait ce que c'est que l'énergie, mais c'est pas grave. Et c'est ça qui est fascinant dans les sciences, hein, l'énergie, l'entropie, la fitness, etc. C'est quand même à base de personne ne sait ce que c'est, mais on se débrouille. Hein. C'est-à-dire que le gène... mais vraiment, c'est quelque chose de complètement fascinant. Enfin, l'énergie... On peut expliquer l'énergie aux enfants. Oui, alors tu frottes ta main très fort sur du tissu et puis ça chauffe et là tu as transformé de l'énergie mécanique en énergie thermique. Ok, d'accord, mais c'est quoi l'énergie? Bon, je ne suis pas philosophe de la physique donc je n'ai aucune idée. L'entropie. Alors ce qu'on appelle l'entropie, c'est effectivement le fait que en gros vous imaginez une pièce avec plein de molécules de gaz. Bon. Ces molécules de gaz donc, peuvent être réparties de plein de manières différentes. Hein. Elles peuvent être réparties de manière homogène, réparties de manière complètement hétérogène, tout en haut, en bas à gauche, tout en bas à droite, etc. Bon. Et le second principe de la thermodynamique vous dit que vous allez avoir tendance, quel que soit votre état de départ, à aller vers une répartition de plus en plus homogène de vos... Il y a des gens qui peuvent être pas du tout d'accord avec ça, mais c'est une formulation possible. Et pourquoi? De vos molécules de gaz. Et pourquoi? Parce que donc, la thermodynamique, si vous voulez, c'est la science de la chaleur, hein, c'est la science de l'énergie, des conversions d'énergie, etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement, vous aviez des répartitions entre énergie thermique, énergie mécanique, entre autres formes d'énergie, qui ne sont pas équivalentes et que, en particulier, si vous voulez, par exemple, si vous voulez avoir un mouvement perpétuel, vous allez toujours perdre de la chaleur et vous allez dissiper de la chaleur et vous n'arriverez jamais à avoir un mouvement perpétuel, ce genre de choses. Bon. Ça, c'est la thermodynamique, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'explication de cette entropie, qui est que vous allez avoir... Alors, intuitivement, on dit que vous allez aller vers des états de plus en plus désordonnés. L'explication, elle est extrêmement complexe. L'explication simple, que moi, je peux comprendre, c'est que les états du monde dans lesquels les états possibles du monde dans lesquels vos molécules de gaz, elles sont juste en bas à droite de votre boîte, sont beaucoup moins nombreux que les états possibles du monde dans lesquels les molécules de gaz sont absolument partout dans la boîte. Et que donc, simplement à cause de ça, vous allez forcément aller vers des états de plus en plus probables, et donc vous allez aller vers une homogénéisation
des molécules de gaz. D'où les interprétations en termes de vous allez de la hiérarchie et l'ordre vers le désordre, etc. Si vous n'intervenez pas, en fait. Et les problèmes philosophiques derrière, c'est les problèmes qui concernent le rapport entre la thermodynamique, qui est une science qui considère des variables d'état de tout votre système, donc des variables globales, et puis la mécanique statistique, c'est-à-dire le comportement des petites molécules de gaz, hein, dont on suppose que il est déterministe, mais on modélise en pensant que, en gros, chaque molécule de gaz va aléatoirement se déplacer aléatoirement, avec autant de chances d'aller dans toutes les directions. Et donc elles ont des collisions, et puis à force de collision, elles se diffusent dans votre boîte, et selon effectivement le second principe de la thermodynamique. Je ne suis pas philosophe de la physique, donc s'il y a des gens dont c'est vraiment la spécialité, vous pouvez me corriger et tout ça, mais ça paraît tout l'idée de deux choses. La première, c'est que les démonstrations de Boltzmann et des autres après, qui essayent de prouver le second principe d'entropie avec la thermodynamique, en fait c'est beaucoup plus compliqué que mon histoire. C'est basé sur cette histoire de mesure de l'espace, enfin, en gros de nombre de situations, de différence entre le nombre de situations qui réalisent des états homogènes et le nombre de situations qui réalisent des états hétérogènes de votre distribution de molécules. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui pensent qu'il faut des prémices supplémentaires pour arriver à prouver ça, etc. Mais bon, il y a une littérature énorme là-dessus. Mais encore une fois, ce qui est en jeu, c'est aussi non seulement le temps et la réversibilité, mais le rapport entre la mécanique statistique, donc l'état moléculaire, et puis l'état macroscopique. Donc les deux questions sont liées en fait, la question du macroscopique versus le microscopique, et la question de comment on explique l'irréversibilité du temps. Parce que l'entropie, fondamentalement, c'est ça, c'est que ça va que dans vous n'avez qu'un sens possible. Je ne sais pas si je suis clair ou pas du tout, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que l'idée que vos molécules, elles suivent les lois de Newton, donc vous êtes dans un monde où les lois sont réversibles, et puis à l'état macroscopique, le système n'évolue que dans un sens, donc c'est irréversible. Donc vous avez quelque chose comme l'émergence de l'irréversibilité du temps qui se passe là. Il y a des auteurs comme Feigl, je crois, dans les années 30, qui disaient qu'en gros le temps n'existe pas au micro-niveau. Il y a encore des gens qui pensent ça. Au niveau de vos molécules de gaz, le temps juste, en tant que ce qu'on appelle nous le temps, c'est-à-dire quelque chose d'irréversible, n'existe pas. Il émerge Alors il y a des physiciens, Sergio Kibarò, Andrea Vulpiani, je ne me souviens plus du troisième, italien, qui ont écrit un joli livre dont le sous-titre est The Importance of Being Borderline, il y a un chapitre là-dessus, assez technique, sur cette question de l'émergence de l'irréversibilité du temps dans la mécanique statistique. Si des gens ça intéresse. On peut peut-être signaler que dans l'ouvrage, vous rencontrez cette question de la flèche thermodynamique du temps dans l'article d'Annie Klein et dans l'article d'Étienne Klein aussi. Parce que la thèse d'Étienne Klein, je trouve assez intéressante, c'est qu'il dit que l'irréversibilité thermodynamique, le fait que le système, comme le système d'un gaz dans un contenant, donc le fait que le système ne puisse pas revenir à son état initial, c'est une propriété du système physique et pas forcément du temps lui-même. Donc il distingue la flèche du temps comme propriété de certains systèmes physiques qu'on n'observe jamais comme revenant spontanément à leur état initial. Ça peut être donc effectivement un gaz qui se diffuse dans une pièce, comme un parfum par exemple. On n'observe pas les molécules de parfum revenir au niveau du flacon, ou ça peut être aussi un exemple qui est employé parfois, une goutte de lait dans un café qui va se diffuser, ou ton histoire de vin dans la mer, où là aussi le vin ne va pas se regrouper. Donc tous ces phénomènes irréversibles, ce sont des phénomènes qui illustrent une orientation du temps, c'est-à-dire que le lien avec le temps, c'est que le temps a une flèche, on va toujours de quelque chose d'ordonné à quelque chose de moins ordonné. Mais ça concerne des phénomènes physiques, et Klein distingue la flèche du temps du cours du temps, qui lui correspond à la succession irréversible des instants, le fait que le temps est une sorte de machine à produire des instants uniques, et qui est vrai qu'on ait des systèmes physiques
irréversible ou réversible. Si vous prenez un pendule ou un jeu de billard, on est dans de la mécanique classique avec des systèmes réversibles, c'est-à-dire que le système peut revenir à son état initial. Le test, c'est que si on filme à l'envers, si on filme, c'est par exemple un pendule ou deux boules de billard qui s'entrechoquent et qu'on passe le film à l'envers, on ne verra pas la différence, on ne saura pas si le film est passé à l'envers. Donc ça, ce sont des systèmes réversibles qui n'ont pas de flèche irréversible, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut penser une irréversibilité du temps, c'est-à-dire que quand les boules du billard reviennent à leur état initial, le temps n'en s'est pas moins écoulé, on n'est pas revenu dans le passé. Hein, donc cette question de la flèche du temps qui est liée à l'entropie, elle est faussement simple, et donc dans l'article de Lehn et de Klein, on a des éléments qui sont des éléments de clarification conceptuelle à partir d'exemples concrets. Et le second principe de la thermodynamique, tu ne l'as pas dit parce que c'est tellement... mais bon, on le rappelle, c'est l'idée que l'entropie croît jusqu'à un maximum. Et l'entropie, une sorte de mesure du désordre, hein, et donc c'est l'idée que les systèmes physiques de la thermodynamique vont voir leur entropie, s'ils évoluent spontanément, ils sont fermés aussi, vont voir leur entropie croître jusqu'à un état d'équilibre. Par exemple, quand toutes les molécules de gaz sont réparties de façon équilibrée dans le contenant. Juste pour revenir, en quoi c'est désordre si ça tend vers un état d'équilibre et d'homogénéisation, ça ne comprend pas bien en fait. Non, c'est pas. En fait, c'est un métadiscours. C'est-à-dire, souvent, les gens disent, quand vous expliquez l'entropie, et vous allez dire, bon bah voilà, c'est très simple, je suppose que je vais expliquer ça à un adolescent, vous allez dire, t'as vu ta chambre, si tu la ranges jamais, et ben, ça va être vraiment le désordre absolu assez vite. Et ça, c'est l'entropie. Bon. Autrement dit, si tu veux conserver quelque chose comme un peu d'ordre dans ta chambre, il faut mettre du travail. C'est la notion physique qui va avec ça. Il faut introduire du travail pour garder l'ordre. L'énergie se conserve, c'est les deux notions cardinales de thermodynamique. L'énergie se conserve, mais l'entropie croît. Hein. Et donc, si vous voulez qu'elle ne croisse pas, et ben, comme c'est pas conservatif, il faut agir dessus, il faut faire du travail. La notion d'entropie, elle est, si vous voulez, souvent les gens parlent de négantropie pour dire donc, le contraire de l'entropie. Et ça, c'est l'information. Bon, alors il y a après toute la cybernétique, etc. Il y a eu pas mal de choses développées là-dessus. Mais ordre et désordre, hein, c'est Bergson qui disait déjà ça, c'est complètement subjectif. En fait, on appelle des ordres dont on n'a pas la clé. Et voilà. En revanche, effectivement, ce qui est en jeu scientifiquement, c'est que l'entropie, plus les états du monde peuvent être réalisés de diverses manières, pensez encore une fois à ces histoires de molécules, plus l'entropie est grande. Et donc, une manière de penser ça, c'est que l'entropie croît nécessairement, parce que nécessairement vous êtes du moins probable au plus probable. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Le problème, c'est très intuitif de parler de l'entropie en termes de désordre. Il y a plein de gens qui font ça. Et en même temps, c'est très mais ça induit pas mal de mécompréhension, hein, comme beaucoup d'ailleurs de raccourcis pédagogiques ou didactiques. Et parce qu'effectivement, bon, homogène, c'est pas forcément du désordre. Et le second principe de la thermodynamique, c'est en gros comme le théorème de Gödel, quel que soit x, on a mis le théorème de Gödel ou le second principe de la thermodynamique à la sauce de x, hein, soit pour expliquer, je sais pas moi, les fascismes, la déforestation, les téléphones portables, la nullité des programmes télé. Il doit exister quelqu'un qui dit que c'est à cause de l'entropie croissante, mais en fait, non, ça c'est autre chose. Oui, juste pour compléter, souvent effectivement la notion d'ordre et désordre est utilisée d'un point de vue un peu pédagogique, mais les physiciens préféreront être réservés souvent avec cette idée, parce que comme dit Bergson, le désordre c'est une déception par rapport, mais l'intuition quand même, c'est que dans une entropie basse,
vous avez des éléments distincts, séparés. Par exemple, vous avez d'un côté un type de gaz et de l'autre un autre. Et quand l'entropie croît, les molécules de gaz vont pour prendre l'exemple de Boltzmann, vont se mélanger et vous arrivez à quelque chose d'homogène. Alors oui, c'est une forme d'ordre, mais on a perdu la séparation, la distinction. Et c'est vrai pour l'exemple de la goutte de lait dans le café, etc. Donc même pour la répartition de la chaleur, au début la chaleur est concentrée, puis ensuite elle se diffuse. C'est en cela qu'on peut faire une analogie avec l'ordre des ordres, mais il faut prendre ces concepts, vous avez raison, avec des pincettes. Et donc il y a parfois des auteurs qui définissent l'entropie comme la capacité d'un système à subir des changements. Donc quand l'entropie est élevée, c'est-à-dire que le système au niveau macroscopique ne va plus évoluer parce qu'il est à un état stable une fois que les deux gaz sont mélangés. Alors qu'au début, quand l'entropie est basse, le système va pouvoir évoluer fortement du fait de la répartition des molécules vers leur état le plus probable. Mais, ouais. Pourquoi est-ce qu'en physique quantique, les chats sont morts et vivants? C'est le pur N des chats, en fait. Non, alors, c'est un vieil exemple, ça s'appelle le chat de Schrödinger, et en gros, je vais essayer de me souvenir, mais l'idée de base, c'est qu'au niveau quantique, vous avez des particules qui peuvent être dans deux états à la fois. Et vous, dans si vous voulez, bon, pour dire même plus généralement, Christophe, tu me contrôles quand même, parce que moi je vais un peu improviser, mais l'une des nouveautés de la physique quantique, c'était l'idée que la mesure, le fait de la mesure a quelque chose à voir avec l'objet qu'on mesure. Et qu'il en découlait ce qu'on appelle les relations d'incertitude de Heisenberg, le principe d'incertitude qui vous dit que si vous mesurez la position d'une particule, vous ne pouvez pas mesurer sa vitesse. Et si vous mesurez sa vitesse, vous ne pouvez pas mesurer sa position. Bon. Donc ça, c'est une première chose un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, l'idée de la mesure, c'est que le monde quantique est d'une certaine manière, et quand vous le mesurez, vous allez le terme technique, c'est qu'il y a des états superposés. Il y a des états d'énergie superposés. Quand vous les mesurez, vous allez voir un seul état sur la superposition des états. Mais avant la mesure, les états sont superposés. Alors ce que Schrödinger imaginait, c'était, vous avez une pièce, et dans cette pièce, vous avez un chat, et à côté du chat, vous avez une fiole avec de poison, de gaz empoisonné, et il y a un dispositif. Et si un photon tape dans l'entrée de ce dispositif, donc une particule de lumière, alors la fiole se casse et le chat meurt. Et comme au niveau quantique, votre photon il peut être dans plusieurs états à la fois, il peut donc être à la fois tapé sur la languette qui casse la fiole, qui libère le poison qui tue le chat, et ne pas y être, donc le chat est encore vivant. Donc le chat est à la fois mort et vivant. Évidemment, c'est juste un exemple, hein, c'est juste absolument pas réalisable. Mais en revanche, les gens qui sont un peu geeks là, je pense que vous avez entendu parler des ordinateurs quantiques, et les ordinateurs quantiques qui n'existent pas, mais sur lesquels il y a une littérature absolument abondante, c'est des ordinateurs qui seraient tels qu'ils profitent de la physique quantique, et ils font plusieurs, donc ils superposent plusieurs états, donc là en l'occurrence ils superposent plusieurs opérations, donc ils seraient capables de surmonter toutes les limites que l'informatique, pour des raisons logiques, rencontre actuellement. Mais bon, ça c'est juste une parenthèse, mais donc c'est ça le chat mort ou vivant. Je ne sais pas si ça répond à votre question, et c'est juste absolument contre-intuitif, parce que c'est fait pour montrer que la physique quantique est tellement contre-intuitive qu'elle semble défier nos représentations. L'autre aspect de ça, d'ailleurs, dont on parle beaucoup maintenant, c'est la non-localité. C'est-à-dire que si vous avez deux particules ensemble, alors ça c'est par d'autres raisonnements, hein, mais si vous avez deux particules ensemble, elles passent par une fente, et ensuite elles s'éloignent, mais en même temps, et elles n'ont plus rien à voir, mais en même temps, si vous regardez la première, vous saurez l'état de la seconde, comme si la première agissait sur la seconde. Alors ce qui est en jeu philosophiquement, c'est ce qui s'appelle la localité. C'est-à-dire que dans notre concept de causalité, en général, quand A cause B, c'est que A est au même endroit que B. Bon. Et donc, c'est des interactions locales.
Et la physique quantique semble violer le principe de localité, c'est-à-dire que quelque chose peut agir sur autre chose qui est ailleurs dans l'espace-temps. Voilà. Je parle vraiment sans être expert du tout, hein, c'est ce que j'ai compris, mais voilà. Mais encore une fois, les chats morts et vivants et la non-localité, c'est deux choses vraiment très contre-intuitives de la mécanique quantique qui justifie encore une fois tout ce discours de Sellars, que je trouve assez intéressant, même s'il est un peu démodé, sur l'image naturelle et l'image scientifique du monde. Ouais. Quand on en parlait de Schrödinger et de mort et de vie, j'ai pensé à faire un lien avec la question précédente. Je me suis demandé à quel point cette interprétation du second principe de la thermodynamique en termes d'ordre et de désordre n'est pas due à une certaine lecture par les biologistes de la vie en termes de thermodynamique, notamment ce que fait Schrödinger dans son livre What is Life, où il dit que, j'essaie de tout mettre un peu en bout, mais où il montre qu'il soutient que l'ordre biologique c'est un état de basse entropie, avec notamment l'exemple d'une cellule. Une cellule, elle se maintient en vie parce qu'elle maintient un gradient électrochimique. Ça nécessite un apport d'énergie continuelle dans le travail. Et si on cesse l'apport d'énergie, c'est-à-dire si on transforme le système ouvert, qui est l'être vivant, en un système fermé, il tend spontanément vers la mort, vers l'abolition de ces gradients. Et l'état indifférencié, l'état d'homogénéité, c'est la mort pour les systèmes vivants. Et dans ce cas-là, est-ce qu'à quel point ça va nuancer ou pas cette idée que c'est simplement une interprétation pédagogique subjective? Parce qu'en tant qu'être vivant, on valorise la vie, et donc quand on comprend que l'état d'équilibre pour les systèmes vivants, c'est la mort, on a envie de dire, ah oui, l'état d'équilibre, en fait, c'est un état de désordre. Enfin, je me demande à quel point... Non, je suis d'accord avec ça. Alors en fait, je vais juste reprendre, enfin pour ceux qui... Il y a un livre important qui s'appelle What is Life, déjà rien que le titre, hein, de Schrödinger. C'est pour les gens qui ne connaissent pas, donc Schrödinger, c'est ce physicien de physique quantique qui a fait des choses importantes, dont par exemple la formulation de la fonction donc de Schrödinger, qui est un formalisme pour penser les interactions physiques quantiques. Et puis dans les années 30, je crois, 20-30, il s'est tourné vers la biologie. Il y a eu un grand moment dans l'histoire de la biologie où les physiciens sont venus. Vous savez, les sciences, c'est un peu... là, il y a les mathématiques, et puis là, il y a la physique, et puis là, il y a la biologie, et puis là, il y a la psy. Non, c'est plus rien. Mais c'est un peu ça, la hiérarchie des sciences. Donc, régulièrement, je ne sais pas si je pense qu'il n'y a pas de physiciens dans la salle, donc je ne sais pas grand-chose. Il y a des physiciens qui viennent et qui se disent, moi, abruti, les biologistes ne comprennent rien, mais nous, on a un bon modèle, donc on va tout expliquer. Et en fait, l'un des hauts moments de cette histoire-là, c'est quand même, donc dans les années 30-40, je crois, un certain nombre de physiciens quantiques qui ont commencé à se tourner vers la biologie. Et Schrödinger en fait partie, et il a écrit ce livre qui s'appelle What is Life, qui a été très influent, où en particulier il dit que la vie c'est comme un cristal, mais un cristal apériodique. Alors cristal, on n'avait pas du tout découvert l'ADN, c'était bien plus tard, mais ça fait penser à cette histoire. La structure du matériau vivant doit avoir des propriétés qui rendent possible l'hérédité, la réplication, etc. Et donc dans le cadre dans lequel il s'inscrit, ce que disait Victor, c'est qu'effectivement il dit voilà, en gros la vie semble un défi au second principe de la thermodynamique parce que les vivants ils dépérissent pas. Et les vivants ils semblent maintenir autour d'eux et en eux des niveaux assez bas d'entropie. Alors évidemment c'est faux, c'est-à-dire qu'au sens strict c'est complètement faux. C'est juste parce que les vivants c'est pas des systèmes fermés. Si le vivant est un système fermé, évidemment que s'il n'échange rien avec son environnement, il va pas vivre longtemps. Mais le système entier c'est le vivant plus son environnement, et ça ne contredit absolument pas la thermodynamique. Mais effectivement c'est intéressant de se demander comment dans ce système le vivant semble maintenir stable avec ces échanges de son entropie. Et donc quel type de travail sont impliqués dans le... Voilà. Alors, je sais pas, il est clair que ça a joué beaucoup pour accréditer l'image de la notion d'entropie en termes d'ordre et désordre. Et je dirais deux choses. La première, qui est que je pense que c'est un peu circulaire, c'est-à-dire que dès le début, on a pensé aussi l'entropie en termes d'ordre et désordre, et pas seulement dans des contextes de didactique ou de communication, mais même de la manière dont
dont on communique en fait ce qu'on raconte. Parce que l'entropie, encore une fois, c'est difficile de manière non formelle à expliquer ce que c'est. Et l'autre chose que je dirais moi, c'est que ça a donné une nouvelle, donc cette idée de dire la vie, c'est les organismes sont des îlots de résistance locale à la croissance de l'entropie, c'est des formulations que vous pouvez trouver facilement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une très vieille histoire biologique, et ça c'est ce que je dirais moi, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple les leçons d'anatomie comparée de Cuvier, du début 19e, vous avez c'est des pages sur regardez cette jeune fille, elle est en bonne santé, elle est une espèce de tourbillons vitaux, de mouvements vitaux en elle qui sont constants, etc. Et puis à un moment donné, elle est malade et elle meurt, et là tout d'un coup, tout s'effondre et tous ces tourbillons qui étaient maintenus en elle, ces tourbillons vitaux, sont complètement détruits. Et c'est une très vieille image, en fait, ça remonte même à Stahl, qui était ce chimiste et biologiste du début 18e, qui disait en gros, vous avez la vie et vous avez le monde physico-chimique, et le monde physico-chimique passe son temps à essayer de détruire le vivant et le vivant à essayer de résister. Et je pense que c'est cette très vieille image de la vie qui résiste, qui passe son temps à essayer de résister à la physique, au monde physico-chimique, qui a été réinvestie dans cette idée que le monde physico-chimique c'est de l'entropie croissante et que la vie essaye d'y résister, donc en limitant la croissance de l'entropie autour d'elle. Et je pense qu'il y a beaucoup de, si vous voulez, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pas de l'idéologie, c'est plus que des métaphores, c'est une sorte de très vieille imagerie scientifique, beaucoup plus vieille que la thermodynamique, mais sur laquelle, mais à laquelle la formulation thermodynamique en termes d'entropie a donné une sorte de nouvelle actualité. Voilà. Donc, je cite la définition célèbre de la vie par Bichat. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais Bichat disait la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est pas du tout ce qu'il a dit de plus original, c'est une reformulation de cette histoire de physique, de chimie qui reste vivant, mais c'est assez frappant comme formulation. Et la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Si vous dites ça, et si vous dites la vie, c'est un ensemble d'îlots de résistance locale à l'entropie croissante, pour moi, c'est à peu près pareil. Ça n'a pas une très grande valeur scientifique dans les deux cas, mais c'est intéressant pour renseigner sur l'imagerie scientifique dans laquelle les concepts sont forgés, utilisés, retraduits, etc. Ouais, je vous en prie, allez-y. Ouais. Non, vous. Je sais qu'on a plusieurs modèles d'apparition du temps en termes de relativité. Je sais qu'il y a plusieurs modèles de disparition du temps aussi. Et je voulais savoir si le principe d'entropie tendait vers une de ces fins plus qu'une autre ou pas. Bon, je sais pas. On a le temps, je pense, pour la disparition du temps, donc c'est déjà la bonne nouvelle. Je crois que Christophe saura mieux que moi répondre. Qu'est-ce que vous entendez par disparition du temps? L'idée qu'il y a une fin de l'univers? J'avais lu ça dans Klein, justement, où justement il expliquait, en parlant de l'univers, en parlant de l'univers en tant qu'espace-temps, et il disait qu'il y avait l'éclatement, surtout, et il reliait ça à l'entropie. Et du coup, sauf que je m'en souviens pas très bien, et du coup, et que c'était il y a longtemps, et du coup je voulais savoir si dans ce qu'on a revu là de l'entropie, ça tendait effectivement vers une de ces fins-là ou pas. Alors, oui, c'est le... Parce qu'en fait, de ce que j'avais compris, le principe d'entropie amenant toujours à plus d'homogénéité et ne laissant plus de place donc, aux phénomènes distincts de se produire, il y avait une paralysie. Et du coup, Une sorte de mort thermique de l'univers. Voilà. Oui, là on est dans des spéculations sur l'histoire de l'univers avec différents modèles. Vous avez l'hypothèse d'une expansion croissante de l'univers indéfinie. Vous avez l'autre hypothèse d'un retour à une singularité qui serait le Big Crunch. Hein. Et puis vous avez l'hypothèse intermédiaire d'une stagnation par stabilisation de l'entropie, effectivement, qui serait donc une sorte de mort thermique au sens où la chaleur se répartit dans un espace infini. Mais dans ce cas-là, si on dit qu'il n'y a plus de temps, ça veut dire qu'on lie entièrement le temps à l'entropie. Et
c'est quelque chose qui, comme Klein le montre lui-même dans d'autres textes, disons, est problématique. Parce que l'entropie, ça reste quand même une propriété de certains systèmes physiques, et donc et pas forcément du temps lui-même. Donc en parlant de flèche entropique du temps et de disparition du temps, on risque d'appliquer au temps des propriétés qui relèvent des phénomènes dans le temps. Et ça entraîne de nouvelles apories assez complexes. Et Boltzmann lui-même, d'ailleurs, évoquait, c'est très prudent par rapport à l'entropie, il évoquait comme une excellence de pensée la possibilité qu'il y ait des régions de l'univers où l'entropie ne croîtrait pas mais diminuerait. Il dit que c'est envisageable. Donc il ne faisait pas de sa loi d'entropie une loi métaphysique, même si Clarkson dit que c'est la loi la plus métaphysique de la physique, mais lui n'en faisait pas une loi absolument ontologique, et donc du coup dans certaines régions de l'univers il disait peut-être que l'entropie diminue, et donc du coup le lien entre flèche de temps et entropie était problématique. Donc parler de disparition du temps lié à l'entropie me semble risqué. Quand les physiciens parlent de disparition du temps, souvent ils pensent plutôt qu'au niveau microscopique, au niveau le plus fondamental de la matière, il n'y aurait plus de temps. Ça, c'est la position de Rovelli et de la gravité quantique, qui reste une physique encore disons, théorique, hein, qui n'est pas appliquée, qui n'est pas testée empiriquement. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que le temps émerge justement en liaison avec l'entropie à des niveaux plus supérieurs de la matière. Mais bon, ces questions-là rejoignent toute cette problématique de la disparition du temps en physique. Hein. Les physiciens ont un peu le goût de faire disparaître le temps. Moi, je dis, regardons de quoi on parle et voyons si c'est vraiment une disparition du temps dont on parle ou une disparition de certains phénomènes physiques. Et donc, je ne pourrais pas en dire plus, mais bon, voilà un peu des éléments de réponse que je donnerai. Oui. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur les arguments en faveur de l'univers bloc? Alors, disons que l'argument essentiel vient de la théorie de la relativité restreinte, qui dit, pour faire vite, que donc dans un système de référence, c'est-à-dire vous avez donc un système de coordonnées qui permet de localiser les événements avec 3 coordonnées spatiales et une horloge qui permet de situer les événements avec une coordonnée temporelle, une origine. Mettons que l'observateur est situé à l'origine et par rapport à lui, par rapport à nous, vous avez un événement futur donc, qui se situe au-delà de votre présent et dont on peut mesurer d'ailleurs la durée d'occurrence. Et on imagine qu'un autre observateur observe le même événement, mais dans un mouvement rectiligne uniforme par rapport à nous, à très très grande vitesse, ou des vitesses proches de la vitesse de la lumière, et donc les lois de la relativité restreinte montrent que ce qui est futur pour nous peut être présent, voire passé, pour cet autre observateur. Donc de ce point de vue-là, la conclusion qui est tirée parfois, comme j'essaye de le montrer un peu trop hâtivement, mais qui semble naturelle, c'est que le rapport futur-présent et passé dépend de l'observateur et n'est pas quelque chose d'ontologique. Donc si ce qui est futur pour moi est présent pour un autre observateur, ça veut dire que le futur est déjà inscrit quelque part, comme dans un livre, et que simplement, si vous voulez, ce qui est présent pour moi peut être futur pour un autre observateur et inversement, et donc on en vient à l'idée de l'univers comme une espèce de bloc où tous les événements sont positionnés avec leurs 4 coordonnées, et en fonction de la position qu'on a dans le bloc, eh bien, les événements deviennent futurs, passés, présents, mais cette distinction devient purement psychologique. Donc l'univers bloc fait du temps un point de vue dynamique sur une réalité statique. Et alors ça a des conséquences absolument incroyables, mais de dire qu'en toute rigueur,
bon, je formule les choses de façon paradoxale, mais cette séance aujourd'hui, qui est un événement dans l'espace-temps, existe dans le bloc depuis le début de l'univers. Et simplement pour nous, elle défile maintenant, et donc cet événement existe au même titre que des événements qui relèvent de l'époque des dinosaures ou d'événements encore futurs dans des millions d'années. Tout est déjà disposé. Donc c'est un peu une conception qui fait du temps, enfin oui, qui spatialise le temps, dirait Bergson, puisque le temps est un coordonné du temps un peu la même caractéristique que celle de l'espace. Et d'ailleurs, souvent, les auteurs comparent le présent à l'ici. Vous voyez, ce qui ici pour moi, pour vous, est là-bas, et votre ici est pour moi là-bas, mais ontologiquement, il n'y a pas d'ici. Vous voyez, c'est qu'une question de perspective. Et bien pour le présent, ça serait pareil. C'est quelque chose qui serait relatif à notre position dans le bloc, et c'est lié au fait que la théorie de la relativité donc bouscule notre conception, notre image manifeste de la distinction entre présent, passé et futur, alors que dans la mécanique classique, les équations ne parlent pas de présent, passé et futur, mais disons, il n'y a pas d'opposition entre les équations de la mécanique classique et notre conception du temps divisé entre présent, passé et futur, ça ne se contredit pas. Alors que dans la théorie de la relativité, cette conception d'un présent qui dirait que le présent maintenant correspond pour tout observateur à tous les événements qui se passent maintenant et tous les autres qui sont simultanés à ce présent dans l'univers, c'est cette conception-là d'une simultanéité absolue, qui définit un présent absolu, qui implose. Et alors ça pose des problèmes philosophiques, des paradoxes assez difficiles. Moi je pense qu'on peut critiquer l'univers bloc, qui a quand même un certain nombre de conséquences philosophiquement et métaphysiquement problématiques, mais disons que les arguments qui viennent de la théorie de la relativité sont assez sérieux, et Einstein lui-même a flirté avec cette conception avec beaucoup de prudence, mais il y a des textes où il semble y adhérer, notamment dans la lettre célèbre à la veuve de son ami Bessot, où il dit que passé, présent et avenir ne sont pour nous autres physiciens qu'une illusion si tenace soit-elle, et puis qu'il y a d'autres textes où Einstein est plus prudent en disant que finalement la physique ne parvient pas à penser le maintenant, et ce qui pour lui est resté un problème jusqu'à la fin de sa vie. Je voulais savoir si, à l'issue de votre travail interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, vous pensez qu'il y a une actualité de la cybernétique, et notamment dans la mesure où on pourrait faire l'hypothèse quelle serait la discipline capable de prendre en charge la tension que vous avez soulevée entre le temps dans la seconde loi de la thermodynamique qui est comme une dilution et le temps de l'évolution qui est comme une création. Ouais, deux choses. La première, c'est que c'est vrai que il faudrait vérifier, mais je ne suis pas certain que la cybernétique soit un terme dont la fréquence reste aussi élevée qu'il y a, mettons, 40 ans. J'ai l'impression que les gens en parlent moins. Peut-être qu'ils en parlent moins parce que maintenant on a l'informatique comme discipline, comme vocabulaire, comme cadre théorique plus ou moins modifié. Et alors, à partir de là, si j'essaye de comprendre ce que vous dites, à quoi ça me fait penser, c'est en fait la complémentarité entre les concepts effectivement d'entropie et d'information. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de formulations de qu'est-ce que c'est que l'information. C'est de la négantropie, donc de l'entropie négative. Autrement dit, c'est quoi par exemple le second principe de la thermodynamique acétone? C'est que si vous avez une quantité d'information et vous la diffusez, elle va forcément se dégrader. Alors
nécessairement se dégrader. C'est une manière d'interpréter le principe de la thermodynamique. Et en ce sens, on pourrait imaginer que d'un côté, vous avez donc la thermodynamique qui peut se traduire effectivement, qui peut complètement, enfin en partie, se formuler en termes d'entropie, donc de négantropie, donc d'information. Et ça, il y a des formulations. Et puis du côté de la biologie évolutive, vous avez, de la biologie en général, vous avez des formulations aussi en termes d'information. C'est-à-dire que vous avez la biologie moléculaire, bon, c'est assez connu, hein, les gènes c'est des informations. C'est extrêmement critiqué, c'est discuté, etc. Il y a quelques années, on disait que ça n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas du tout ce sur quoi le gène porte une information, et de fait, il est complètement fou de dire que le gène vous informe sur vos traits ou sur votre phénotype. Le gène vous informe très péniblement sur la protéine qu'on va fabriquer à partir du gène, mais pas plus que ça et encore. Bon. Alors il se trouve que depuis quelques années, il y a des reformulations du cadre informatique, de notions d'information pour penser ce que c'est que le gène en tant qu'information, éventuellement l'épigénétique en tant qu'information. Et puis vous avez des reformulations aussi de choses en biologie évolutive en termes d'information. C'est-à-dire par exemple, vous allez considérer que font par exemple les animaux. Comment on peut dire ça, que les différents états du monde, auxquels un organisme est confronté sont informationnellement différents. Vous pouvez dire, voilà, vous êtes une souris, vous avez deux états du monde, l'état avec chat et l'état sans chat, et l'état avec chat est corrélé à une perte de valeur de survie pour vous-même, etc. Et vous avez des formulations, alors c'est un peu bête ce que je dis, mais vous pouvez compliquer ça et vous allez avoir des formulations en fait assez abstraites de concepts fondamentaux de la biologie évolutive comme la fitness, c'est-à-dire que les chances des probabilités de survie et de reproduction en termes d'information. Et donc là où ça va, ce serait que la réponse à votre question serait du côté d'une théorie qui dirait qu'il existe un cadre informationnel pour penser à la fois donc la thermodynamique et la croissance de l'entropie et les phénomènes évolutifs. Vous avez un article assez récent d'un biologiste qui a fait qui a une contribution théorique forte, qui s'appelle Stephen Frank, où il interprète ce qui s'appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle, qui est un théorème qui vous dit, donc de ce Ronald Fisher, là, dont j'ai cité la théorie génétique de la sélection, qui est un théorème, entre guillemets, lui appelait ça un théorème, c'était le seul à y croire, mais qui est un théorème qui vous dit que, en gros, dans une population, la valeur moyenne de la fitness de la population, c'est-à-dire en gros de l'ajustement de la population à son environnement, croît. Et il pensait que c'était exactement l'équivalent du second principe de la thermodynamique, en inversé. Il pensait que c'était une loi à la fois analytique, hein, les démonstrations du second principe de la thermodynamique sont basées sur les maths, et que ça vous énonçait une tendance des systèmes. Des fois ça ne marche pas, mais parce que les systèmes n'emplissent pas les conditions. Mais analytiquement, c'est ça qui se passe. Donc ce second principe de ce théorème fondamental de la sélection naturelle, qui est ce que Fischer a essayé de montrer, était censé être, et il le dit lui-même très explicitement, l'exact équivalent du principe de la croissance de l'entropie, sauf qu'au lieu d'expliquer des ordres, il était censé expliquer le fait que l'univers tend vers des organismes de mieux en mieux couplés. Et ben, Stephen Frank, qui a un article de 2009, je crois, il essaye de donner une formulation purement informationnelle du théorème de Fischer. C'est-à-dire qu'il dit que le théorème de Fischer, c'est un théorème qui porte sur la maximisation de l'information. Je ne rentre pas dans les détails, ça serait très fastidieux, mais la réponse c'est ça, c'est peut-être qu'il existe un cadre en termes de concept informationnel dans lequel on peut penser à la fois les sciences de l'énergie et de l'entropie et les sciences de l'évolution. Et comme le mot-clé c'est information, ça a à voir avec la cybernétique. Et l'objection, c'est qu'il n'est pas du tout prouvé, et je pense qu'il est faux, de penser que c'est le même concept d'information à chaque fois. C'est des questions vraiment ouvertes, je peux vous donner des références et tout ça. Je vous propose de poursuivre cette discussion au coin d'un verre de manière un peu plus informelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.